35-40 minutes. Salut Gilles, comment vas-tu? Salut Arnaud, très bien. Ce podcast, on l'a attendu tous les deux depuis quelques mois. Et ce soir, tu viens mixer pour la soirée de closing du Fonds OVNI. Et donc, je saisis l'occasion de ta présence sur Paris pour faire cette session en studio. Merci. Le studio, c'est un endroit que tu connais bien. Tu vas nous en parler. Tu passes beaucoup de temps dedans à créer de la musique. Alors, pour tous les internautes, auditeurs qui ne le savent pas et qui ne l'ont pas entendu, je vais vous faire écouter quelques notes de musique qui vont vous parler. Ce petit riff, il a une histoire. Ouais. C'est un morceau qui s'appelle Playing to Win, qui était dédié à ton ancienne entreprise TID. Ouais. Et si tu veux bien, moi je vais te demander évidemment de te présenter, mais de nous parler avant qu'on rentre sur notre passion commune, la musique, de ton parcours entrepreneurial assez exemplaire. En tout cas, dans une partie du discours que je fais ce soir, je parle de nos sources d'inspiration, de la force de la communauté. Et je te l'ai déjà dit, mais je le dis publiquement, tu en es une pour moi. Donc allons-y. Comment tu te présenterais aujourd'hui? 47 ans, c'est ça? Ouais. Comment on présente Gilles Moncobé en 2024? C'est pas forcément la même définition qu'en 2020 ou il y a très longtemps, quand tu étais sur les bancs de l'INSA. Raconte-moi, comment tu te définis aujourd'hui? Je me définirais comme quelqu'un qui aime partager son enthousiasme. Voilà. Et ça, c'est valable depuis le début. Voilà, ça a été le cas d'abord dans ma période start-up. Et puis maintenant, c'est la même chose pour la musique. Donc oui, j'ai cofondé TIDS et ça a représenté une grosse partie de mes 20 dernières années. Et depuis 2 ans, je suis à fond dans la musique. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas à fond? Je ne sais pas. Oui, ce qui m'embête, je le fais pas à fond. Ouais, non, je suis passionné. Effectivement, j'ai du mal à me modérer. Avant d'en arriver là, tu as étudié à Toulouse, l'INSA, c'est ça? À Toulouse. C'est ça. C'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Ouais. Cette école, elle a joué quel rôle pour toi? J'ai l'impression un rôle assez structurant quand même dans ta vie. Ouais, à l'INSA, à Toulouse, on a passé des années fabuleuses. Donc c'est une école qui dure 5 ans après le bac. Donc je suis arrivé là-bas à 18 ans, puis j'ai rencontré des potes extraordinaires, tous différents, qui venaient d'un peu partout. Et c'est ça qui m'a beaucoup nourri. Voilà, et j'ai encore beaucoup d'amis de cette époque-là, et ça m'a beaucoup inspiré. Donc je suis arrivé et j'avais dans l'idée au départ de faire de l'aéronautique, de faire de la voiture électrique, et puis j'étais déjà geek. J'étais un des premiers à amener un ordinateur sur le campus dans sa chambre d'étudiant. Et donc au début c'était pour jouer à Doom et à d'autres jeux. Doom, est-ce que les gens, tu penses, il faut savoir que 60% de nos auditeurs ont moins de 35 ans. Ouais. Donc c'est un jeu de quoi, où tu tires. C'est le premier, ça, ouais. C'est un des premiers jeux où tu tires sur ordinateur. C'est le premier. C'est pas le premier, c'est le deuxième. Ouais, c'est le deuxième. Après Wolfenstein 3D. Donc là, on est quoi, entre 95 et 2000? 95, ouais. Donc j'arrive à 18 ans à Toulouse en 95. Et puis en fait, rapidement, je me rends compte qu'avec l'ordinateur, j'ai envie de faire de la musique. J'ai une formation de pianiste classique au départ. Et je me dis, j'ai pas assez d'argent pour acheter des synthétiseurs et des boîtes à rythme. Et j'avais envie de faire ça à l'intérieur de l'ordinateur, avec des logiciels. Et c'était les premiers logiciels de musique intéressants qui sortaient à ce moment-là, où on avait de la virtualisation, donc des synthés virtuels. Et c'est ce que j'ai commencé à installer. Et puis après, on a créé un club de mix qui s'appelait le club BPM. Voilà, donc BPM Beat
per minute, Ouais, c'est ça? c'est Donc ça. c'est le rythme, le tempo de la musique pour les Voilà. gens qui n'ont pas Voilà. l'acronyme. Donc on s'est cotisé, on a acheté des platines Technics MK2, ça coûtait cher à l'époque. Vinyle donc. Vinyle, Ouais. ouais. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la musique est complètement numérique. On voit les grands DJ qui arrivent avec 2 clés USB, là où avant ils arrivaient avec des caisses énormes de vinyle. C'est ça. Donc tu as connu ça. Très vite tu es allé dans la tech, dans le digital, dans le web. Avec moi la référence que je connais même avant TID, c'est Overblog. Ouais. Finalement, donc tu es un créatif, tu aimes créer, tu aimes faire de la musique. Overblog, c'était aussi un endroit d'expression où les gens venaient raconter finalement une partie de leur vie. C'était leur petite parcelle d'internet finalement. Tu rencontres Fred Montagnon dans ce cadre-là, vous créez ça ensemble. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ça parce que pour les gens qui n'ont pas cette culture de la French Tech bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en sortant de l'école, je rêve d'une seule chose, c'est de fabriquer mon propre contrôleur musical, contrôleur MIDI. Donc je dépose un brevet, etc. Et puis je rencontre Frédéric Montagnon, qui partage aussi la passion de la musique. Lui, il est plutôt guitariste. Et là, on se dit, il faut financer ça. Pour financer ça, financer la fabrication de ces contrôleurs MIDI, il faut avoir une activité qui rémunère. Pas d'entrepreneurs dans ta famille, des gens qui font du love money, donc autofinancement grâce à ce genre d'activité. C'était ça votre vision? Voilà, on s'est dit il fallait faire du web, parce que avec le web, on peut faire de l'argent et autofinancer un projet musical. Donc c'était ça au départ le moteur, c'était de faire du contenu sur Internet. À l'époque, c'était plutôt facile de se positionner dans les pages de résultats de Google. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et pour plaire à Google, il fallait beaucoup de contenu unique, du contenu original et varié. Et on s'est dit, une plateforme de blog, du contenu généré par l'utilisateur, c'est la bonne idée. Et puis à l'époque, il y avait Skyblog. Ça s'adressait davantage à une tranche beaucoup plus jeune. Et donc là, on s'est dit, on va faire du blog sérieusement. On a 10 ans d'écart tous les deux. Moi, j'étais sur Skyblog et pas sur Overblog. Voilà. Donc, et donc, très vite, on a dépassé Skyblog en audience. Ce qui n'était pas une mince affaire. Parce qu'ils avaient la puissance du réseau énergie, Skyrock, etc. Donc finalement, ils tabassaient en radio. On en entendait parler beaucoup, je me souviens. Ouais, c'est ça. Donc, on a créé Overblog en 2004-2005 avec une vision toute simple, c'était publier vos idées et puis c'était gratuit. Pas de modèle économique? Zéro modèle économique. Première entreprise, c'est un peu normal. Voilà, donc au début on s'est dit on va faire un maximum d'inscrits et après on a commencé à mettre de la publicité sur les blogs qui était rémunératrice pour les blogueurs. Donc on a fait un partenariat de droits d'auteur avec du partage de revenus. Et on a commencé à s'intéresser à la publicité par ce biais-là. Ok, c'est comme ça que vient après TID et cette industrie-là. On a d'abord été éditeur, donc hébergeur et éditeur de blog. Et après, on s'est rendu compte que pour monétiser de manière efficace, il fallait bien connaître les réseaux de publicité. Et c'est comme ça qu'on s'est... Et en fait, ça marche tellement bien que tu en oublies tes projets dans la musique? Tu les laisses de côté? Rapidement. En fait, mon brevet n'a pas été suffisamment, on va dire, solide pour pouvoir le défendre. Et puis, il fallait de l'argent pour le défendre. Donc, j'ai laissé tomber. Et donc, après, je me suis complètement concentré sur la publicité sur Internet. J'ai rencontré donc Pierre Chapaz en 2010. Pierre Chapaz, Bertrand Quesada, Laurent Binard... quelques années après, Loïc Jaurès, Loïc Soubéran, Olivier Reynaud. Voilà, donc ça c'était en 2015-2014. Et donc entre 2010 et 2022, on a fait une plateforme technologique de publicité qui est devenue très performante, très efficace et très globale, puisqu'on a fini à plus de 1000 personnes en 2021, 2022. Quand je dis on a fini, j'ai fini mon aventure, j'ai quitté l'aventure en 2022. Donc c'est 18 ans d'entrepreneuriat finalement. Ouais. T'es jamais passé par la case salarié? Si. Rapidement? Si, en début de carrière? 2 mois. 2 mois. 2 mois. ouais. Tu retiens quoi de tout ça? Aujourd'hui, ça fait donc 2 ans que t'es parti. Tu as quand même beaucoup moins de liens, j'ai l'impression, avec l'entrepreneuriat. Tu es business angel, operating partner dans des fonds. Nous, tu es à notre comité d'investissement.
Il y a beaucoup d'entrepreneurs quand ils vendent leur boîte, etc. Ils ont une espèce de peur du vide, ils veulent à tout prix relancer quelque chose. Et ils sont rares finalement les gens comme toi qui partent dans une toute autre direction. Enfin en tout cas j'en côtoie pas tant que ça. Quel regard tu portes sur ces 18 ans d'entrepreneuriat? Une nostalgie, avoir vécu une aventure incroyable, c'est quoi ton... J'ai le sentiment d'avoir eu énormément de chance de rencontrer des gens talentueux et inspirants autour de moi, et pas seulement mes associés, mais aussi les équipes. Surtout qu'à la fin, on était tellement global qu'il y avait des équipes dans tous les pays avec des cultures différentes, et c'était très enrichissant. Ce que j'en retiens, c'est quoi? C'est que c'est beaucoup de travail. Manager des équipes, c'est beaucoup de responsabilités. Donc ça, je suis bien content de l'avoir lâché. Quand moi, je t'ai côtoyé le plus, tu gérais quoi? 80 personnes au moins à la tech. Plus tu avais un espèce de mandat pour des fusions-acquisitions. Enfin, tu avais effectivement un gros job. Tu étais dans le COMEX, hein, c'est ça? Tu as effectivement beaucoup de pression. La boîte a été vendue à peu près 300 millions à Drahi, c'est ça, et l'objectif c'était de l'introduire en bourse. Ça n'a pas eu lieu. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur cette phase-là entre le moment où Overblog se termine, vous lancez TID, il y a plusieurs fusions, acquisitions, je crois 6 ou 7 qui font finalement ce navire TID. Et comment tu le vis, toi, de passer de 10 mecs à 1000 personnes? Ouais, en fait, c'est particulier parce que quand on a créé ce groupe, en fait, multi-boîte en 2010 avec Pierre Chapaz et Bertrand, on fusionne en fait 4 startups, dont Overblog, et que j'ai apporté avec Fred et Julien. Et il y avait aussi d'autres boîtes. Il y avait Wikia, c'est ça? Wikio, Overblog, eBuzzing, et une autre, Neosia, et si je me rappelle bien. Et en fait, on voulait faire du social media, un groupe de social media avec du local, du mobile, enfin tout ce qui était tendance à cette époque-là. Et ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure, on se rend compte qu'il faut se spécialiser sur la chose qui fonctionne le mieux. Et donc, au bout d'un moment, on revend Overblog à Webedia. Donc, c'était en 2014, je crois, 2013. On arrête Nomao, on arrête Wikio, et puis eBuzzing rachète Biad, et puis fusionne avec Tids en 2015, devient Donc Tids. c'est des gros virages. Ouais. Est-ce que c'est ça aussi que tu retiens, c'est-à-dire suivre son instinct, pas avoir peur de bouger, suivre le marché? Un jour, tu m'as raconté, il y a prescription depuis, que vous aviez levé des fonds et que vous aviez vendu un plan aux investisseurs en leur disant bon, on va faire ça et tout. Et qu'en fait, une fois qu'ils ont mis l'argent, vous leur avez dit bon, en fait, non, on va pas faire ça, on va faire ça, mais ça va bien se passer. Tu peux le réexpliquer, parce que c'est aussi le but de ce podcast, de rendre public des conversations que moi j'ai de temps en temps en privé avec vous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fusionné nos startups avec Pierre et Bertrand, on avait dans l'idée de faire un projet de contenu à la demande. Donc le contenu à la demande, c'est en gros, tu payes 5 € un particulier spécialisé dans la cuisine, par exemple, pour t'écrire un article sur comment faire une bonne choucroute. Okay. Tu lui payes donc 5 € l'article, et puis après tu te dis que cet article, avec tous ces mots-clés, bien mis en forme, bien répertorié, bien indexé sur ta multitude de sites et de pages, sur plein de domaines différents, va être apprécié par Google et va ramener donc du trafic organique. Et puis tu peux en plus acheter du trafic pour rediriger sur ces pages de contenu générées par les utilisateurs et qui va générer des impressions publicitaires. Donc le but, c'était de faire un arbitrage, de créer des contenus qui répondent à une demande des internautes dans les moteurs de recherche et qui ne trouvent pas suffisamment d'offres. Donc on a fait tout un algorithme, on pourrait appeler ça les débuts du machine learning. On avait vraiment fait un algorithme assez évolué pour
comprendre quelles étaient les meilleures opportunités de mots-clés et de contenu à faire rédiger à nos rédacteurs indépendants. On en avait des milliers. Et donc, on a cette ferme de contenu qu'on a appelée WikiExpert. On commence à faire ce projet et puis on lève des fonds pour ce projet. On a comme modèle une boîte américaine qui s'appelle Diamond Media à l'époque, qui fait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires très rapidement. On se dit, bon, on va faire mieux. Donc on commence à faire ça, on lève des fonds. Et puis le fonds belge avec qui on était à ce moment-là nous suit. Et je crois met la main à la poche pour 12 millions. Donc on lève 12 millions d'euros. Et 3 semaines après avoir reçu les fonds, Google nous désindexe 90% de nos pages. Donc là, bon, douche froide. Et ce qui arrive assez fréquemment, je me souviens de l'aventure de App Gratis, ou c'est pas Simon d'ailleurs, c'est possible. Qui maintenant a fait Batch, qui avait vécu un truc un peu comme ça. Je vais regarder, mais ça arrive. Ça arrive. Ouais, et ça donc arrive. Là, il faut réagir vite. Et là, on était déjà très gros, donc on se disait que c'était pas pour nous. Et moi, je me rappelle avoir vraiment cherché à convaincre les fonds d'investissement pendant la période de due diligence que non, Google Panda, c'était le nom de l'algo, Google Panda ne nous tuerait pas. Et Google Panda nous a tués 3 semaines après. Donc cet argent, on s'est dit qu'il fallait quand même l'utiliser pour autre chose. C'était donc c'est dernier joker un peu, non? Ouais, parce que tu as quand même une partie de ton modèle qui s'écroule, quoi. Voilà. Et donc avec cet argent, on fusionne, on rachète des parts d'une boîte qui s'appelle Biad, qui était spécialisée dans la publicité vidéo. Alors, vidéo et display, mais ils avaient commencé à faire de la vidéo. Et là, on s'est dit, bon, c'est le bon move. Donc, on fusionne avec Biad. Et puis, après, on s'est rendu compte que c'était vraiment, ce qu'il fallait faire et se spécialiser. Donc, vous avez double down là-dessus? Ouais, avec Tids en 2015. Ouais. Donc, toi qui as été dans ce COMEX, est-ce que c'est ça qui fait le succès de Pierre Chapaz, qui avait déjà fait une belle aventure sur quel coup? C'est son instinct, sa capacité à consolider, à mettre des process, à bâtir, à faire grandir, et à mettre des grands coups de barre par moment. Ouais. Et vous êtes en charge avec vos équipes en dessous de suivre aussi ça à une cadence, à un rythme de scale-up. Ouais. C'est ça l'enjeu? Ouais, ce qui s'est passé, c'est que Pierre, lui, il se surnomme le coach. Et notre motto, ça a toujours été playing to win. Donc, on est sur un terrain de foot. Donc, playing to win, qu'on mettra en commentaire de l'épisode et qui est le morceau qu'on faisait écouter au début. Voilà. J'ai repris le motto dans le titre de la musique. Pierre, c'est quelqu'un qui sait s'entourer, qui sait partager aussi de l'enthousiasme, une vision. C'est un visionnaire. Et effectivement, il est capable de prendre des décisions radicales très rapidement, ce qui est un peu déroutant parfois. Il s'est rarement trompé, très rarement trompé. Il a même prévu le Covid avant le confinement. Avant le confinement italien. Donc, en fait, il nous avait prévenu que ça arrivait. Que ça arrivait. On l'a pris pour un parano. Et il avait raison. Donc, on avait des masques avant tout le monde, grâce à Pierre. Incroyable. Ouais. Donc, il est capable, effectivement, de prendre des décisions très rapidement. Il faut suivre derrière. Et en même temps, il est très à l'écoute. Il écoute beaucoup. Il retient aussi tout ce qu'on lui dit. Donc, c'est le dernier qui parle dans le COMEX, c'est ça? C'est souvent le dernier qui parle dans le COMEX. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, il est très inspirant. Il m'a beaucoup appris. Il y a d'autres figures dans Tids, peut-être pour en parler rapidement, un Loïc Soubéran qui après est parti monter Swile, Olivier Reynaud qui fait dans de la vidéo, donc Hive. avec Hive. Ça, c'est la mafia un peu Tids. Quelle relation tu gardes avec ces gars-là? Vous voyez de temps en temps, vous échangez sur le business, sur vos projets. Je suppose que ça crée des liens qui sont indélébiles. Ouais. Bah, je garde des très bonnes relations avec tout le monde. Ça a été des partenaires pendant tellement longtemps, on s'est vu tellement souvent. Des partenaires dans les bons et les mauvais moments, parce qu'il y a aussi de la souffrance quand
quand justement tu es dans tes 2 dernières années, que la boîte a beaucoup grossi, moi je me souviens effectivement des moments où la charge de travail elle peut être pesante, où le sens peut-être de ce que tu faisais au début et ce que tu fais aujourd'hui, tu le trouves moins. Comment tu fais pour tenir sur les 2-3 dernières années? On en parle souvent aussi avec certains dirigeants qu'on a dans ce podcast sur ces périodes un peu burn-out, etc. Où finalement, tu as des équipes en dessous de toi qui attendent toujours, comme tu dis, que tu partages du positif, de l'enthousiasme, mais à la fois, toi, tu as déjà une partie de ton cerveau qui est ailleurs, qui est dehors. Comment tu as fait dans cette période-là Moi, j'ai décidé de partir et de démissionner à la fin de l'earn-out en fin 2021. Il y a eu deux vagues de départ chez Tids. En fait, il y a eu une vague de départ quand la boîte a été vendue à Patrick Drahi. Ouais, en 2017. Drahi. Ouais, Patrick Drahi. Ouais. Patrick Drahi. Et il y a eu une autre vague qui a attendu un peu parce qu'il y avait ce projet d'introduction en bourse qui n'a pas eu lieu. Donc on va dire que dans tous ces cadres-là que j'ai côtoyés aussi, tu as effectivement certains qui sont partis, qui ont remonté leur boîte tout de suite 2017, et puis un groupe qui est resté jusqu'à 2019, 2020, voire 2021 pour certains. Ouais, fin 2021. Voilà. Moi je suis parti juste avant Pierre, qui est parti 15 jours après moi. Okay. Et oui, il y a eu... alors comment on fait, pour répondre à ta question, comment on fait pour garder le smile et l'énergie et motiver les troupes? Moi, j'ai toujours cru dans ce qu'on faisait. Je me suis jamais désengagé en fait du projet. J'ai pas cherché à monter ma prochaine boîte, mon prochain projet pendant. Ouais, jusqu'au dernier jour, tu étais dedans. Ouais, j'étais dedans jusqu'au dernier moment parce que je pouvais pas faire semblant, je pouvais pas faire à moitié. Et puis tout le monde m'avait vu toujours à fond. Donc non, je pouvais pas tricher, je pouvais pas faire semblant. Et puis j'ai pas fait semblant parce que j'ai toujours cru qu'on pouvait construire un leader mondial. Ce qui est le cas aujourd'hui? Oui, c'est le cas aujourd'hui parce que l'alternative... Tu as les chiffres là aujourd'hui de ce que ça représente Tids Donc juste pour les gens qui nous écoutent qui connaissent pas Tids, parce que moi c'est vrai que c'est un peu mon jardin, boîte montpelliéraine, donc 130 millions levés. C'est quoi là aujourd'hui? C'est plusieurs centaines de millions de revenus? Oui, je pense qu'il doit être entre 400 et 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça fait quoi? Ça fait 20% de renta? Ouais, ça fait plus et ça doit encore faire plus. Ouais. En 2022, chiffre d'affaires 678 millions. Ouais. Croissance 25%. Ouais, voilà. Pas mal? Ouais, c'est une très belle machine qu'on a construite grâce à tous ces associés. Et je pense qu'il faut en citer un autre qu'on n'a pas cité, qui est Eric Pantera. Eh ben, écoute, c'est marrant, tu vois que tu me parles d'Eric. Il m'a pas répondu, donc Eric, on t'embrasse. Et je le montre à tout le monde. Hein. J'ai essayé de l'appeler à 14h17 pour qu'il nous laisse un message et qu'il pose une question à Gilles. Donc la prochaine fois que je t'appelle, Eric, tu réponds, s'il te plaît. Qui est un mec brillant à la tech aussi comme toi. Ouais. Alors moi, j'ai pas été à la tech. Sur la fin, j'étais au produit. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que sur les 4 dernières années d'Earn-Out, j'ai beaucoup appris aux côtés d'Eric en me focalisant sur les aspects produits et lui sur l'équipe technique. Donc pour répondre à ta question tout à l'heure, j'avais pas une équipe de 80 personnes, j'avais une équipe de 25-30 personnes au produit. Mais qui avait un énorme impact. 20-25 product managers, c'est fou en fait. Hein. Ça permet de préparer beaucoup de choses. Et puis Eric avait une équipe d'une centaine d'ingénieurs. Tant qu'on y est, tu as toujours eu une vision globale dans ta gestion des équipes. Tu avais des gens éclatés partout à travers le monde. Donc finalement, toi, tu as toujours vécu à Blagnac, à Toulouse, en disant s'il y a besoin de me déplacer, je me déplace. Je suis à côté d'un aéroport international. Ouais. Là, tu as fait 6 heures de train pour venir à Paris. Ouais. Tu as eu un changement de mindset là-dessus. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Et pour faire la transition, je fais écouter aux gens un morceau que tu as appelé O-Environment. Voilà, O-Environment. Effectivement, on mettra la référence. Là-dessus, tu bougeais beaucoup parce que tes équipes étaient partout et des fois, il y a besoin de ça. Le Covid a un peu tout chamboulé. Les visios sont de plus en plus rentrés dans nos vies. Ouais. Mais j'ai l'impression que très tôt, tu faisais figure un peu de pionnier à dire
Moi, je fais du télétravail 2-3 jours par semaine Ouais. et je me déplace 1 ou 2 jours par semaine pour aller voir les équipes, les gens sur le terrain. Ouais, bah, dès 2010, quand on a fusionné, j'avais une équipe technique à Toulouse, donc d'Overblog, et puis j'avais une équipe technique à Paris, puisque j'étais directeur technique à l'époque. Et donc il fallait que j'aille voir tout le monde. Et puis après, on a fusionné avec Tids à Montpellier, donc il fallait que je fasse du Paris et du Montpellier. Et puis de temps en temps du New York et du Londres et du Bordeaux au Luxembourg, etc. Et c'est vrai que c'était très fatigant. Et parce que je devais me déplacer beaucoup, je me suis dit à quoi bon déménager de Toulouse si c'est finalement pour voyager autant à partir de Paris ou à partir de Montpellier. Donc j'ai décidé de rester chez moi et effectivement j'ai été un des pionniers du Et télétravail. la clé, ça a été quoi? Ça a été de structurer à l'écrit. Je parlais dans ce studio avec Arbia Smithy, qui a monté Rosalie. Avant, je crois que c'était Carnet de mode, je ne veux pas me planter. Qui disait que justement, grâce à Notion et tout, il y a de plus en plus d'outils. Donc, chez les devs, en plus, et dans la tech, aux produits, ces outils-là ont été, on va dire, utilisés avant le reste de... Ouais. Comment, toi, tu as structuré tout ça? C'était quoi ta routine avec les équipes? Vous faisiez un point le lundi matin? Le but, c'est que les gens sortent de ces podcasts aussi avec des choses à apprendre, à comprendre sur comment ils peuvent s'organiser. Comment tu gérais ça, toi? Moi, j'ai toujours essayé de passer au moins 1 heure par semaine avec, en one-one, en tête-à-tête, sur Zoom, avec chacune des personnes de mon équipe. Quand tu as 25 personnes, tu fais 25 heures Voilà, alors j'avais du middle management à ce moment-là, donc j'en avais plus que 12, on va dire, ou 10, mais voilà, c'est 10 heures importantes pour... Tu leur poses quoi comme question à ce moment-là? C'est vrai que je pose beaucoup de questions. Et d'ailleurs, quand on m'en pose, je retourne les questions. Donc, des fois, c'est un peu saoulant pour ceux à qui je parle. Mais ce que je pose comme question, c'est le fameux comment est-ce que je peux t'aider? C'est aide-moi. Aide-moi à t'aider. À t'aider. Voilà. On dit qu'on quitte pas une entreprise, on quitte son manager. Ouais. C'est quoi les départs qui t'ont le plus affecté et pourquoi ces gens-là sont partis et comment tu t'es servi de ça dans les années d'après? Bah, les premiers départs qui m'ont affecté, c'est Fred et Julien d'Overblog qui sont partis aux États-Unis et qui ensuite sont partis vers d'autres projets extraordinaires. Donc ça m'a effectivement beaucoup changé. Après, il y a eu le départ de Loïc Soubéran qui était difficile parce que Loïc a apporté une vision qui était très complémentaire de celle de Pierre. Et puis, une facilité déconcertante. Ouais. Moi, je l'appelle le maestro dans sa façon de faire les choses, dans sa façon d'être. T'as l'impression que tout est fluide, tout est simple pour lui. Ouais. D'ailleurs, que ça soit pour mettre des buts au foot ou dans le business. C'est vrai. Ouais, Loïc, ça a été dur quand il est parti. Et puis oui, ouais, non, oui, c'est des départs qui sont difficiles, mais il faut rebondir et puis jusqu'à ce qu'on puisse plus, quoi, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au bout de l'aventure, et là faut tourner la page. Il y a des choses que tu voudrais faire mieux ou différemment sur l'équilibre pro perso, sur ta façon de gérer cette aventure. Qu'est-ce que tu referais différemment? Qu'est-ce que je referais différemment? Je pense que je referais pas grand-chose différemment. Okay. Ouais, je pense que non, ça a été. Qu'est-ce que je referais différemment? C'est difficile à dire. J'ai pas réfléchi. En fait, j'ai vraiment du mal à regretter des choses et. Il faut pas. Non, mais c'est juste que en fait, l'aventure était tellement intense et tellement longue que non, je regrette rien et j'ai l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. C'est un biais aussi de regarder l'historique en te disant j'aurais pu faire ci, ça, oui, sauf qu'avec les éléments que tu avais à l'époque, ta compréhension, évidemment, moi, il y a plein d'investissements que je referais différemment et j'ai commis des tonnes d'erreurs sur les 15 ans de l'entrepreneuriat, mais se juger sévèrement alors que tu n'avais pas toutes les données de l'équation, je pense pas que ça apporte grand chose. Ouais, non, je regrette rien. Vraiment, j'ai pas l'impression qu'on ait fait des grosses erreurs, même si les fusions, faire des fusions de boîtes, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a eu 5 ou 6 rachats, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut fusionner les équipes, il faut fusionner aussi les cultures.
et il faut fusionner les plateformes technologiques. Et Donc ça, c'est dur. C'est très compliqué, ça prend toujours 2 ou 3 fois plus de temps qu'on le croit. Donc on se dit ça va prendre 6 mois, et puis en fait ça prend 2 ans. Et je pense que c'est impossible de fusionner 2 boîtes en moins de 2 ans. Voilà, c'est impossible. Ouais. Même si c'est le plan qu'on vend aux investisseurs, la réalité c'est que c'est pas possible. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut mais vendre ils sont lucides là-dessus, je pense. Et en interne aussi. Moi, je l'ai défendu en interne, que ça allait pas prendre beaucoup de temps parce que j'y croyais. Et en fait, non, ça prend toujours 2 ans. À quel moment dans ton parcours tu as de la chance? Tout le temps. Tout le temps. Ah ouais. J'ai eu de la chance quand j'ai rencontré Fred. J'ai eu de la chance quand j'ai rencontré Julien. Tu me dis un jour, j'avais besoin de jouer une première partie de Monopoly et de montrer que je pouvais acheter les hôtels rue de la Paix ou en Espagne. En tout cas, de me prouver quelque chose à moi-même. Et aujourd'hui, la relation que j'ai avec toi, c'est que on sent que tu vis pleinement une autre phase de ta vie avec la musique. Moi, j'aimerais qu'on prenne les 10 dernières minutes de ce podcast pour parler de ça. En tout cas, moi, ce que je retiens à titre personnel de l'aventure TID, c'est qu'effectivement, c'est la conjonction, la combinaison de 7, 8, 10 personnalités extraordinaires qui, chacune d'entre elles, emmènent des équipes qui font cette boîte magnifique, qui est un fleuron de la tech, avec, je pense, une notion de risque assez forte, où vous n'avez jamais été dans une position de confort, là où peut-être certains... le Go Big or Go Home, tous les fondateurs de TID, tous les gens ont été marqués par ça. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai appris à votre contact ces 7-8 dernières années, avec cette volonté, progrès constant, innovation. Enfin, moi, c'est ça que je retiens de TID. Dans la musique, entre le moment où tu en fais il y a 20 ans comme ça et aujourd'hui, où tout est en train de changer, avec l'IA, avec les logiciels qui évoluent à une vitesse grand V, etc. Comment tu fais pour repartir à zéro et pour réapprendre, produire tes morceaux avec un challenge? Est-ce qu'on peut en parler? C'est de dire, je vais faire un live un jour qui va être incroyable, où j'inviterai 100, 200, 300 personnes et je vais faire 1-2 heures de set et ça sera que ma musique. Il naît comment ce challenge-là et comment tu arrives à créer un premier morceau, puis un deuxième, puis améliorer tes morceaux? Est-ce que tu peux parler aussi de la technique dans la musique? Raconte-nous tout ça. En fait, c'est une continuité parce que moi, j'ai toujours été un geek. Donc, utiliser un ordinateur depuis que j'ai 7 ans. Je fais de la musique avec mon Atari quand j'ai 10 ans. Donc, ça donnait pas les mêmes résultats à l'époque, mais c'était déjà de la musique assistée par ordinateur. Donc, en étant en plus de formation ingénieur, moi, je suis fasciné par tout le traitement du son, par maintenant l'intelligence artificielle. Donc oui, c'est un écosystème qui est passionnant, qui change très vite, surtout en ce moment. Là, je suis en train d'utiliser un logiciel qui permet de recréer une voix comme celle de Céline Dion vraiment en 10 minutes et de pouvoir changer les mots de la chanson et qu'en l'espace de 10 secondes, ça te fasse chanter cette voix sur ta musique. Donc, c'est complètement fou. On a tous, pour ceux qui l'ont pas vu, on mettra le lien aussi dans la vidéo, mais ce son de c'est Guetta, Eminem, qui prend la voix d'Eminem. Et donc on est, il y a de ça, il y a 2 ans, je crois, hein, c'est un des premiers, ou même 1 an. Et qui synthétise la voix d'Eminem pour ouvrir un concert à 15 000 personnes. Et je pense que c'est le déclic de beaucoup de gens dans l'industrie à se dire, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, Et donc 1 an et demi après, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on peut refaire n'importe quelle voix à partir du moment où... Alors on peut, après, tu sais, il faut quand même... faut acheter le soft, il faut l'installer, il faut l'intégrer, ensuite il faut essayer, enfin, il faut y passer 10 heures, quoi. Alors après, une fois que tu y as passé 10 heures, tu arrives à faire ça, effectivement.
Mais ça paraît simple pour quand tu es dedans, mais c'est pas accessible à n'importe qui. Pas encore. Tout comme d'ailleurs, tu peux citer les logiciels que tu utilises aujourd'hui pour faire les morceaux qu'on a écoutés. C'est quoi les principaux outils que tu utilises? J'utilise ce qu'on appelle une Digital Audio Workstation, un DAW très connu qui s'appelle Ableton Live. Mais bon, il y en a d'autres comme Cubase ou Logic, etc. Qui à l'intérieur utilisent des plugins VST tels que... VST, ça signifie? Alors je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est le standard des plugins. Okay. C'est donc les suites Arturia par exemple, des virtualisations de synthétiseurs iconiques. Tu veux faire des notes avec un Yamaha DX7, eh bien tu as la version logicielle intégrée à ta workstation et ça sort des sons qui sont à s'y méprendre, ceux de l'instrument original. Donc ça fonctionne comment en fait? Il y a des gens qui sont rentrés en studio, qui ont enregistré les sons de plein, ou c'est vraiment la technologie qui En fait, c'est en logiciel qu'il reprogramme sous la forme d'algorithmes, en fait, de synthèse sonore. Il modélise les circuits électroniques des instruments électroniques. Voilà. Donc, en simulant ça, il retrouve les mêmes sons, tout simplement, sans qu'il y ait d'électronique, et en restant dans le domaine du numérique. Donc c'est fou. On fait de l'électronique avec du numérique. Voilà. C'est génial. Ouais. Génial. Et ça, il y a 20 ans, ça commençait, il y avait des machines, des petits trucs. Oui, il y a 20 ans. Alors, il y a 20 ans, oui. 15-20 ans, Rebirth, Propeller Heads. C'était ça. Donc et là, c'était des machines où il y avait... Alors, il y a 20 ans, Reason, Propeller Heads simule une Roland TB303. Et effectivement, le son est très similaire à l'instrument original et coûte beaucoup moins cher. Donc, Roland TB303, c'est une espèce de gros piano, c'est ça? Non, c'est un instrument c'est un synthé qui permet de faire des lignes de basse. Au départ, Roland sort ça à l'époque pour faire des lignes de basse. Donc tu fais des lignes de basse sur un piano sans basse en fait, c'est ça? Voilà, sauf que en fait, le truc est complètement hacké et fait le début du son acide techno, acid house, donc à base de filtres et le son caractéristique de la 303 que tout le monde connaît. Sans pour autant savoir que c'est une TB303. Et donc ça ressemble à quoi la vie d'après de Gilles Moncobé? C'est comment que tu organises tes journées, que tu es créatif, tu te lèves le matin, tu vas en studio? Ouais. Alors je me lève le matin, le moment qui débute ma journée, c'est le moment où j'écoute la première musique de la journée, et c'est la plus importante. Parce qu'on a les oreilles fraîches. Donc c'est quoi? C'est un inspiration track? Non, c'est généralement ce que j'ai fait la veille. Ah, ce que tu as fait la veille. Ouais, c'est généralement ce que j'ai fait la veille et avec un point de vue, avec de la distance. Parce que les oreilles fraîches, en fait, on ne se rend pas compte, mais on a une fatigue auditive très rapide. Surtout quand on passe 1 heure sur la même boucle, sur le même morceau. Donc il faut pouvoir respirer. Et y revenir. Et donc quand une nuit sépare le moment où tu as travaillé sur un morceau et le moment où tu le réécoutes, tu as les oreilles fraîches, tu as le cerveau qui est bien recablé et tu as la big picture, tu as la vision de loin. Et c'est là où tu te dis, bon, ça savait vraiment pas que je passe 1 heure sur la caisse claire parce que le morceau dans son ensemble est comme ci et comme ça. Et en fait, il faut pas trop faire attention aux détails, il faut garder la vue générale et c'est ce que permet cette première écoute le matin. Donc je commence la journée comme ça et puis après j'essaie de pas trop passer de temps à écouter la même boucle parce que à cause de cette fatigue là et puis produire de la musique, c'est pas seulement créer et arranger et mixer, c'est aussi travailler à la distribution, travailler tous les partenariats nécessaires à la réalisation des projets et à la distribution des productions. Donc ça, c'est aussi une partie importante. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se plantent dans cette industrie musicale, etc., parce qu'ils n'ont pas ta culture business. Et en fait, ils ne voient qu'une partie du métier. Mais on en discutait avec les managers de Kungs, de Martin,
etc. En fait, aujourd'hui, un artiste, c'est un entrepreneur. Ouais. C'est un entrepreneur. De plus en plus, c'était moins le cas il y a une vingtaine d'années. Oui. Mais aujourd'hui, c'est... Et c'est pour ça, en fait, que tu me demandais qu'est-ce que ça fait de changer de vie. Mais en fait, je change pas de vie. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé de vie. La seule grosse différence que j'ai, c'est que je ne manage plus d'équipe. J'ai plus de lien hiérarchique de manager, et donc je me sens moins en charge mentale du bien-être de mes équipes. Donc ça, c'est un gros soulagement. Mais finalement, c'est aussi de l'entrepreneuriat, et comme je te disais, la façon dont je me définis toujours, c'est quelqu'un qui veut partager son enthousiasme. Donc en fait, c'est toujours la même chose. La seule différence, c'est que c'est plus avant c'était dans la tech et dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui c'est avec ta musique. Voilà. Tu décris comment ton style musical aujourd'hui? Alors c'est de la deep house. C'est deep house. Ouais, c'est deep house. Donc c'est pas quelque chose qui est mainstream finalement? Non. Alors on est complètement à la rue en France en deep house. La scène deep house en Europe, c'est l'Allemagne avec Berlin, et puis Londres, et puis Ibiza. Et l'audience française deep house, elle est assez limitée. Donc là, ce que j'ai l'intention de faire, c'est créer un label deep house qui s'appelle After Now Records, et via ce label essayer de recréer, on va dire, une scène deep house française, ou la créer parce qu'elle n'a jamais réellement existé, et se mettre un peu au niveau de nos copains anglais et allemands. J'avais 2 dernières questions. C'est quoi le morceau dont tu es le plus fier? Alors, le morceau dont je suis le plus fier est toujours le prochain. C'est-à-dire que mais là, il y en a un qui sort demain, qui s'appelle I Know Who I Am, qui va être le numéro 1 sur ce nouveau label After Now. Et j'en suis très fier. Mais celui sur lequel je travaille... D'où? Je sais qui je suis. Alors, c'est quoi que ça raconte, ce morceau? C'est Diego qui est mon partenaire musical. Qui nous écoute, on l'embrasse. Qui nous écoute, qui a eu l'idée du titre. Ça vient, en fait, on a cherché à définir le style musical Deep House dans lequel on voulait s'inscrire, le cadre. Et donc voilà, c'est I Know Who I Am. C'est le titre de ce premier morceau qui symbolise pour nous ce peak time organique Deep House qu'on essaie de créer. Donc vraiment une musique qui est à la fois deep, c'est-à-dire tripante, et on va dire mentale, et en même temps énergique, à 122, 123 BPM, donc ça donne envie de danser. Et c'est ce qui me plaît dans la Deep House, c'est que tu as les pieds qui vibrent, et tu as envie de bouger, et puis tu as la tête dans les étoiles à rêver. Voilà. Et un artiste avec lequel tu rêverais de travailler? Je spoil un peu, mais j'ai vu un extrait de mail de Laurent Garnier. Je te dis, c'est bien, Gilles, continue dans cette direction. Ouais. Bah, bien sûr, c'est le patron, donc Laurent Garnier, évidemment. Et si je dis Laurent Garnier, j'en dis pas d'autres. T'en dis pas d'autres? Non. Quel conseil, pour finir là-dessus, tu donnes à tous les milliers d'auditeurs qui voient ce parcours hyper éclectique, finalement, guidé par la passion, l'envie, le fait d'être à fond, et au Gilles d'il y a 20 ans, si tu pouvais lui glisser un mot à l'oreille, à part ne change rien, parce qu'en théorie t'as pas de regrets, mais à tous les gens qui nous écoutent, tu leur dis quoi? Je leur dis que il faut travailler dur pour arriver à des résultats. Donc work hard, play hard. Ouais. Après, je pense que le plus important, c'est de s'entourer des personnes qui comptent, qui peuvent être complémentaires de soi. Et c'est ce qui, moi, m'a fait réussir, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai rencontré Fred, j'ai rencontré Julien, j'ai rencontré Eric, j'ai rencontré Loïc et Pierre, et ces gens-là sont différents de moi, avec une vision commune. Donc pour moi, c'est des compétences complémentaires et une vision partagée. Voilà, c'est le conseil numéro 1. Et tu vois, par rapport à d'autres épisodes, on parle pas du tout d'OVNI, et ça me va bien. Je disais à un de mes invités que l'autre fois, j'étais mal à l'aise en écoutant le podcast parce qu'on revenait 3 fois sur la question « Et pourquoi tu as investi dans OVNI ?» et « OVNI ?»
Et oui, évidemment que ces podcasts sont un support pour nous, mais je rebondis sur ta remarque, bien s'entourer. Moi, tu es dans mon premier cercle, finalement. Tu es dans mon comité d'invest, etc. Toi qui es le 12e ou 9e, ou je sais pas, en tout cas dans les 15 premiers souscripteurs du fonds, il y en a 135 aujourd'hui. Je pense que tu as vu de l'intérieur cette capacité qu'on a eue en 24 mois à s'entourer, à fédérer autour de nous. Qu'est-ce qui t'a pris de soutenir OVNI à une période où OVNI n'existait même pas? Il n'y avait pas Mathieu Stéphanie, il n'y avait pas Augustin, il n'y avait rien. Il y avait toi. Ouais, mais c'est un single point of failure, surtout quand le mec est parachutiste. Ouais, non mais c'est ça, hein, c'est toi qui m'a donné envie, en fait, pour répondre à ta question, c'est toi. Alors, donc c'est quoi? C'est l'énergie, la volonté, c'est le why, c'est quoi en fait? Au-delà de moi, Arnaud Laurent, de façon intrinsèque, c'est l'envie d'une certaine façon de soutenir une nouvelle génération d'entrepreneurs et pas envie de le faire en direct. Le fait de te dire Arnaud il va le faire un peu différemment des autres fonds que je connais, c'est quoi? C'est parce que je reconnais en toi les compétences nécessaires à bien s'entourer et à partager une vision. Quand tu m'as parlé d'OVNI, j'ai trouvé le nom génial déjà. Je me suis dit c'est super, un fonds d'investissement qui a un super nom, ouais, c'est cool. Et je me suis dit forcément il va réussir à fédérer autour de lui parce que c'est quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et en plus t'es un ancien DJ, donc je me suis dit, il y avait ça, c'est vrai qu'il y avait ça. Tu coches toutes les cases, et c'est Loïc Soubéran qui nous a mis en relation. Donc voilà, je me suis dit mais pourquoi donc no-brainer. Ah ouais, no-brainer. Écoute, je te l'ai déjà dit en privé, je te le dis publiquement, merci pour ça. Au moment où tu l'as fait, c'était loin d'être évident, mais ça fait partie, et ça m'émeut de le dire, mais des marques de confiance qui donnent des ailes aussi à un entrepreneur dans son envie de continuer. Et en fait, à chaque fois que tu as ces marques de confiance, la confiance emmène la confiance, emmène l'ambition. Et en fait, l'ambition, elle se construit aussi en marchant. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à ce que tu viennes jouer ta musique ce soir auprès d'une centaine de personnes qui ne te connaissent pas, à, comme tu dis, partager ton enthousiasme, ta passion. Et c'est pour moi aussi te remercier de tout ça. Je te remercie d'être venu dans OVNI, d'être venu enregistrer de ce podcast et faire la musique ce soir. Et à tous les gens qui nous écoutent, abonnez-vous sur Gilles et Diego, écoutez leur musique, et c'est le futur duo de la musique française. C'est comme ça qu'on dit? La Deep House française, va venir en force. Voilà. Donc après Tids, la tech, l'entrepreneuriat, on peut avoir une vie passionnante dans la musique. Merci Arnaud. Merci Gilles. Super épisode. À bientôt tout le monde. Salut. Salut.